Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo cette fois-ci sur le thème du terrorisme et plus principalement le terrorisme islamiste. Pourquoi j'ai choisi ce thème? C'est parce qu'aujourd'hui nous commémorons le triste anniversaire des attentats du 7 octobre perpétrés par le Hamas, qui pour certains est vu comme un mouvement de résistance, mais qui est aussi vu par la plupart de la communauté, euh, peut-être pas internationale, mais tout au moins occidentale, comme un mouvement terroriste. Et donc voici pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de me pencher sur le terrorisme islamiste dans le monde, et surtout le terrorisme de groupe. Bon, bien évidemment, c'est pas le seul type de terrorisme qui existe et qui a existé dans l'histoire. Le terrorisme vient du nom de terreur et en fait, le mot a été utilisé pour la première fois en 1794 et il servait à désigner les partisans de la doctrine de la terreur, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans de la terreur au sein de la Révolution française. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam, mais une branche de l'islam va le reprendre plus tard. Il existe quatre grands types de terrorisme, en tout cas c'est comme ça qu'on le considère. On peut considérer donc le terrorisme individuel, provoqué par des rebelles, des anarchistes, des gens qui veulent mettre en place des mini-dictatures ou, euh, ou, ou prendre un pouvoir, voilà, et l'imposer par la peur, garder leur pouvoir par la peur. Ensuite, il y a le terrorisme organisé par des groupes défendant des idéologies. Donc, on a surtout des idéologies politiques, extrême gauche, extrême droite. Euh, alors, on parle aussi d'éco-terrorisme. Alors, voilà, comme je dis, le mot terrorisme vient vraiment d'instaurer par la terreur. Et donc, généralement, c'est souvent la mort et la cruauté. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de groupes écologistes qui ont procédé comme cela pour l'instant. Est-ce que ça arrivera un jour? Je l'espère pas, mais qui sait? En tout cas, aujourd'hui, quand on parle d'éco-terrorisme, on parle surtout de destruction de matériel. Je n'encourage absolument pas la destruction de matériel. Je la condamne totalement, mais il me semble que c'est quand même loin d'être le terrorisme qu'on peut connaître dans d'autres branches. Donc le terrorisme politique, mais aussi dans le terrorisme organisé, on trouve les groupes religieux. C'est là qu'on va trouver du terrorisme islamiste, du terrorisme chrétien, du terrorisme judaïque. Et le terrorisme d'État, alors ça c'est une autre particularité, c'est généralement lorsqu'on parle de droit international, d'un État qui essaye d'imposer sa loi à un autre par une violence extrême et une peur. Euh, bah, dans le contexte actuel, Israël est accusé de terrorisme d'État, c'est pas le seul, la Russie aussi par exemple. Mais ça fait partie des accusations, mais là on touche au droit international plus. Et enfin, il y a le cyberterrorisme, c'est toutes les actions qui peuvent être menées sur Internet pour intimider, mais aussi pour détruire des appareils à distance, avec tout ce que certains savent faire en matière de... En matière de excusez-moi, je ne trouve plus mes mots, mais en matière de cyber, tout simplement. Donc on peut trouver quatre motivations dans le terrorisme. La haine pour la vengeance. Euh, on a eu un acte contre notre peuple veut se venger et généralement ça entraîne une autre vengeance. Généralement la violence alimente la violence, c'est assez connu. Il y a aussi la dissuasion. C'est par exemple une population qui est terrorisée par un groupe, elle peut faire pression sur un gouvernement pour finalement donner euh, intérêt à ce groupe. Il y a la propagande aussi. Le terrorisme peut chercher à marquer les esprits. Et enfin, ça peut être aussi pour provoquer et pour pousser un groupe à réagir. Donc, avant de commencer sur le terrorisme islamiste, je vais faire un petit point sur les autres religions. Alors, le terrorisme chrétien n'existe plus beaucoup.
Euh, la violence dans l'Église chrétienne s'est beaucoup dissipée, a été très présente au Moyen Âge avec des groupes comme l'Inquisition, notamment en Espagne, mais aussi d'autres groupes affiliés au pape en Italie qui régnaient aussi en France, euh, qui ont pu faire... ben, alors, les croisades, c'était moins de ce qu'on pourrait appeler du terrorisme, mais ce qu'on a pu avoir contre les Cathares, euh, les Cathares, je parle ceux du sud de la France, ou ben, même contre les protestants, ça a pu ressembler à du terrorisme en effet. Et plus récemment, on parle du Ku Klux Klan dans des actions motivées. Alors là, pour le coup, c'est les protestants contre tout ce qui n'est pas protestant. Côté judaïque, on parle de terrorisme parfois lorsqu'on parle des colons qui n'obéissent à aucune règle et qui s'installent notamment en Cisjordanie, qui n'a rien à voir avec l'État d'Israël, mais certains juifs sont appelés comme terroristes et il faut faire attention parce que ça reste du droit international, mais certaines actions très violentes, oui, poussent à, et incitent la population locale à ne pas réagir et à avoir peur. Maintenant, je vais rentrer dans le sujet sur le terrorisme islamiste. Il va en groupe, je parle bien évidemment pas en État, il va commencer, il va commencer. On lui donne comme commencement la prise de la grande mosquée de la Mecque en 79, le 20 novembre 79. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le 20 novembre 1979, des opposants au régime en place, qui trouvaient notamment que le régime en place était trop proche des Occidentaux et perdait trop l'islam, vont prendre la Mecque. Donc la Mecque, vous voyez, c'est ici. Vont, vont prendre la grande mosquée de la Mecque, qui est un lieu saint de l'islam, qui est le lieu le plus saint de l'islam. Et ils vont prendre en otage des centaines de personnes qui étaient venues pour la prière et mettre la pression sur l'Arabie Saoudite. Cette prise d'otage va durer 14 jours, ce n'est que le 4 décembre 1979 qu'elle va être arrêtée. Et c'est l'Arabie Saoudite, avec les soutiens du GIGN français, ainsi que de forces pakistanaises, qui vont réussir à délivrer les otages. Alors pourquoi cette intervention? Parce qu'en fait l'Arabie Saoudite était très faible en moyens armés et de police et ne savait pas comment opérer. Et la France avait ce savoir-faire tout en étant assez proche de l'Arabie Saoudite avec l'ancien président Giscard d'Estaing. Et le Pakistan permettait d'avoir des forces spéciales assez entraînées et qui parlaient l'arabe, étaient musulmans et pouvaient à peu près respecter et aider les Français aussi à comprendre comment respecter les lois saintes qu'il y a dans la grande mosquée, même si en fait, les preneurs d'otages ont exécuté un garde dans la grande mosquée, ce qui était déjà considéré comme un sacrilège, et donc, ne serait-ce que pour faire rentrer des armes, les forces françaises et pakistanaises ont pu s'arranger, mais le but c'est tout de même de ne pas créer de scandale, c'est pour ça que le GIGN français n'a pas intervenu seul, parce que tous les hommes du GIGN français n'ont pas la connaissance entière de l'islam, là où la plupart des hommes des forces pakistanaises l'avaient, et donc c'est par une collaboration entre les deux, entre le savoir-faire et le savoir-être, qui a permis de libérer les otages tout en n'ayant pas de trop grosses vagues et de trop gros problèmes par rapport à cette prise d'otage. Donc c'est un ancien général de l'armée qui souhaitait que son beau-frère soit reconnu comme le Mahdi, qui est celui qui est censé apporter la justice sur Terre, qui est un envoyé de Dieu. Et il espérait que la dynastie des Saouds euh, perde, tombe, parce qu'il ne voulait pas la politique d'ouverture vers l'Occident. On va trouver dans ce premier attentat un certain Ben Laden qui va être l'une des figures des plus connues du terrorisme mondial et qui va en fait être euh, de ce premier attentat. Il va pas être directement impliqué,
mais il va y avoir d'autres implications parce que son père est assez proche des milieux conservateurs. C'est un riche saoudien proche des milieux conservateurs. Et donc, même s'ils ne vont pas donner une aide directe à ceux qui vont prendre en otage, il va quand même faire partie de. Enfin, se nourrir de cette idéologie. On va ensuite trouver tout ce qui va faire partie de l'axe de la résistance. Alors j'en ai parlé, je vous laisse revenir sur mes 3 premières vidéos qui sont sur la situation, enfin sur le Moyen-Orient. Mais donc, je redis quelques mots. L'axe de la résistance, c'est quoi? C'est le Hezbollah, les gardiens de la révolution d'Iran, le Hamas, le djihad islamique, très grand nombre d'autres organisations beaucoup plus petites, les Houthis au Yémen. Donc c'est vraiment, hop, bon là c'est tout l'Iran, hein. L'Irak, il y a quelques zones, alors ça change assez rapidement. Par contre, la Syrie, donc c'est surtout le sud. Hop, et cette partie, même si aujourd'hui, comme Bachar el-Assad a à peu près repris le pouvoir partout, ils peuvent s'installer un peu partout. Puis on a le sud Liban et quelques bribes dans le territoire palestinien, mais on se trouve surtout le Fatah qui est moins considéré comme une organisation terroriste. Même si sa branche terroriste enfin, ils avaient une branche qui était considérée comme terroriste. Et on trouve territoire palestinien. Alors après, des fois, on trouve voilà, des membres qui viennent d'Afghanistan, de l'Azerbaïdjan, du Bahreïn, mais c'est négligeable en fait. Totalement négligeable. C'est vraiment ça de la résistance, pardon. Et donc, ils vont faire de nombreux attentats. Donc, dans les années 80-90, on va avoir de nombreux attentats au Liban, au Koweït, en Israël, donc pour toucher Israël et les ambassades américaines, françaises, euh, anglaises, tout ce qui se trouvait d'occidentaux. Et on va même avoir des attentats en France, sur le territoire français, de la part du Hezbollah. Il faut souligner que, en plus de ces attentats, il y a un attentat tristement célèbre, comme tous les attentats, j'ai envie de dire, qui a fait 55 morts militaires français au Liban, et plus voilà, des attentats contre des juifs en France. Voici pour l'axe de la résistance, qui est donc présenté par certains comme des mouvements de résistance, tout simplement, mais qui, par la plupart de la communauté internationale, surtout occidentale, mais même des pays qui font partie du sud global, considèrent que, euh, que ces mouvements sont terroristes parce qu'ils ont des manières d'agir en tout cas terroristes. Je pense que même ceux qui considèrent que ce sont des mouvements de résistance seront d'accord sur le fait que c'est quand même pas les mêmes manières d'agir que a pu agir par exemple la résistance française ou grecque ou belge pendant la première, alors pour les Belges la première et la seconde guerre mondiale, pour les Français et les Grecs la seconde guerre mondiale. On n'est pas tout à fait dans le même procédé vu que ben, il n'y a pas d'attaque des civils dans l'histoire des résistances européennes pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet parce que on va aller donc dans les années 90 et dans les années 90 c'est donc le territoire algérien. Donc ici on voit surtout le nord avec la ville d'Alger parce qu'il va y avoir l'attentat, un attentat assez connu. Bon, il va y en avoir plusieurs à Alger, mais contre des commissariats et contre un avion de ligne français qui devait aller à Paris, qui a dû faire escale par Marseille et le GIGN est intervenu. Alors en fait, ce qui va se passer en Algérie, c'est qu'il va y avoir une volonté de mettre en place un État islamique, de renverser le pouvoir qui était plutôt laïque. La plupart des Algériens sont musulmans, mais beaucoup acceptent, voire veulent aussi, un État laïque qui permette à toutes les confessions de vivre. Et quand je dis toutes les confessions, il ne faut vraiment pas croire que tous les Arabes sont forcément musulmans. Non, il y a de très grands nombres d'Arabes qui sont... Alors, en Algérie, on trouve moins de juifs, mais on y trouve des laïcs, des chrétiens, d'autres religions qui sont moins présentes, à la marge. Et donc, ça permettait pour tout le monde de vivre, mais des partisans de mise en place d'un État islamique vont surtout donc être dans bon, la carte donc continue. Hop, il y a notamment le désert. Et donc, c'est surtout vers le sud, le désert. Bon, là, on voit pas la pointe, mais
l'Algérie fait une pointe et c'est surtout par là qu'ils se cachent parce qu'ils peuvent aller en plus dans les autres régions, passer dans le reste du Sahel, où on les laisse plutôt faire tant qu'ils ne touchent pas à leurs intérêts économiques. Et donc voilà, il va y avoir de nombreuses attaques en Algérie, mais aussi en France, parce que c'est des groupes algériens, et qui vont donc reprocher à la France la colonisation. Donc surtout tout ce qui est occidental, parce que c'est toujours la reproche qui est faite par ces groupes, c'est que les Occidentaux empêchent la mise en place de régimes islamistes. Donc c'est surtout les intérêts occidentaux qui sont touchés, mais par exemple lors d'une prise d'otage ou d'une attaque d'un hôtel, parce que c'est généralement ce qui se fait, le personnel qui est local, qui est arabe, va totalement se faire tuer aussi si jamais c'est une tuerie. Si c'est une prise d'otage, ils vont totalement être pris en otage aussi. Enfin, il n'y a pas de ségrégation dans l'attentat, dans l'attentat, si je puis dire comme ça. C'est un peu triste à dire, mais voilà. Même si les intérêts occidentaux sont touchés, tout ce qui se trouve autour est visé quand même. Et ensuite va apparaître donc un autre groupe, lui beaucoup plus connu, qui est Al-Qaïda. Donc Al-Qaïda, comment ils vont se créer? En fait, c'est lorsque l'URSS, donc là on voit, vous voyez les différents pays, Turkménistan, Ouzbékistan, ça c'était l'URSS avant, Tadjikistan aussi. Et en fait, l'URSS va tenter d'intervenir en Afghanistan pour aider les communistes et pour mettre en place un régime communiste. Ça va être une vraie défaite pour l'URSS. C'est l'une des choses dont on parle de. Enfin, c'est l'un des effets, c'est l'une des guerres qui est l'un des effets de la fin de l'URSS parce que ils vont perdre énormément en popularité. Les dirigeants de l'URSS vont perdre en popularité. Il va y avoir une grande mobilisation contre cette guerre. Et donc les talibans, aidés par le groupe Al-Qaïda, vont être soutenus par les Américains pour repousser l'URSS. Guerre froide oblige, les Américains essaient de repousser, le Pakistan va les aider aussi, et des groupes vont émerger, notamment un jeune Saoudien qui a compris que en Arabie Saoudite, ça n'allait pas être possible de mettre en place un régime fort, et que donc un régime islamiste fort, et que donc il faut aller dans un pays plus à la marge. Et il va émigrer vers l'Afghanistan, il va fonder une école de pensée, et une fois débarrassé des communistes, avec les armes des Américains, il va fonder un État islamique avec les talibans sur place. Il va les aider. Et ce jeune Saoudien s'appelle euh, Oussama Ben Laden. Il va aussi acheter beaucoup d'armes grâce à son père, qui, comme je vous l'ai dit, est très riche. Et dès qu'il va lui envoyer beaucoup d'argent, et dès qu'il va mourir, il va toucher tout l'héritage dont il va faire profiter tout Al-Qaïda. Et donc Al-Qaïda va se développer dans tout l'Afghanistan, dans une partie du Pakistan, qui pour l'instant n'est pas forcément ultra hostile à Al-Qaïda, parce qu'Al-Qaïda pour l'instant est juste une organisation de résistance contre l'URSS, euh, aidée par les Américains. Et les Pakistanais sont... euh, alors en tout cas, le pouvoir pakistanais est proche des États-Unis. Donc pas de problème pour eux. C'est surtout l'Inde. L'Inde, les régions donc musulmanes donc, bah, qui sont collées au Pakistan surtout, euh, voilà, qui s'étendent un peu par là, qui va être touchée par un grand nombre d'islamistes qui veulent... alors, ils n'entendent pas forcément prendre toute l'Inde, mais ils espèrent faire sécession, refaire les guerres qu'il y a eu dans les années 50 pour avoir des bouts d'un État encore plus dur que le Pakistan, parce que le Pakistan est aussi comme je vous l'ai dit, proche des Occidentaux. Donc ils espèrent voilà, faire un vrai territoire islamiste. Avant de revenir sur Al-Qaïda, je vais quand même parler un peu des Kurdes. Alors les Kurdes, c'est une question aussi un peu complexe, parce qu'il va y avoir des groupes terroristes qui vont se créer parmi les Kurdes. Il y a des groupes totalement politiques, c'est-à-dire que contrairement à d'autres groupes,
C'est pas les mêmes groupes. Généralement, ceux qui ont la branche politique n'ont pas de branche armée terroriste. Alors, ça ne les empêche pas d'avoir des branches armées, mais qui n'ont pas le même comportement qui ne souhaitent pas imposer par la terreur. Voilà. Ils prennent du territoire, mais pas par la terreur. Et donc, certains groupes terroristes kurdes vont faire beaucoup d'attentats. Alors bon, là, je vous ai mis le territoire que les Kurdes revendiquent, mais en fait, c'est dans cette zone de la Turquie qu'il va y avoir beaucoup d'attentats. La zone du pouvoir. Et la zone où il n'y a pas de Kurdes qui pourraient être blessés aussi. Euh, donc voilà, il va y avoir un terrorisme kurde en Turquie, un peu en Irak, en Iran aussi, surtout en Turquie. Et la Turquie va faire une très grosse répression contre les Kurdes. Euh, on va avoir des groupes d'opposition aussi qui vont se développer euh, parce qu'ils souhaitent la mise en place d'un État islamique et islamiste, ce qui n'est pas le cas dans leur pays. Donc on va en trouver en Égypte, en Tunisie, comme je vous l'ai dit, il y en a déjà en Algérie, on va en trouver au Soudan. Hop, le Soudan, voilà. Alors, quand je vous parle, le Soudan est entier, parce que là, on a le Soudan et le Soudan du Sud. La scission va se faire qu'en 2011, entre le Soudan et le Soudan du Sud. Enfin, il va y avoir une guerre, et l'ONU va reconnaître le Soudan du Sud à peu près dès qu'il va être indépendant, et c'est en 2011 qu'il va y avoir les accords de paix. On va trouver aussi au Yémen, en Syrie, en Tanzanie, puis il va y avoir d'autres attentats aussi au Kenya. Et en fait, c'est donc tous des groupes qui souhaitent mettre en place un régime islamique et qui vont se rallier à Al-Qaïda. Alors bon, à la marge, on va trouver certains autres au Nigeria, au Mali, au Niger, en Centrafrique. Mais c'est vraiment à la marge, contrairement à ces pays-là qui sont vraiment coloriés, ou avec l'Irak aussi, en opposition aux Américains en 2003. Euh, dans ces pays, on va vraiment trouver une très forte proportion de combattants euh, de, d'Al-Qaïda. Enfin, à la base, ils ne sont pas d'Al-Qaïda, à la base, ce sont juste des opposants qui vont se rallier à Al-Qaïda. Al-Qaïda va leur fournir des moyens de propagande en mettant à disposition des pages dans leurs journaux de propagande. Parce qu'à l'époque, c'était encore surtout les journaux qui dominaient, qui prédominaient, même si voilà, il y avait quelques cassettes d'enregistrement de propagande qui étaient faits. Donc Al-Qaïda leur met à disposition de tous ces moyens. Ils ont là, entre guillemets, la bénédiction de Ben Laden. Et puis, ben, certains trafics d'armes sont mis à leur disposition aussi. Le but étant d'attaquer les pouvoirs en place et les intérêts occidentaux. Toujours le même refrain, les Occidentaux empêchent le pouvoir en place de faire une révolution islamique et islamiste parce que le pouvoir en place a des intérêts grâce aux Occidentaux. C'est la vision qui est faite. Alors, je ne vais pas donner raison aux terroristes, mais ce qui est certain, c'est que de grands dirigeants vont, euh, en se mettant d'accord avec des, des intérêts occidentaux, profiter, oui, du tourisme, et des fois, ils vont mettre en place des dictatures dans leur propre pays pour pouvoir faire venir beaucoup d'occidentaux qui vont faire marcher énormément l'économie. Maintenant, il y a, il y a plein de pays qui restaient démocratiques et certains ont choisi la voie des armes encore plus terroristes pour l'imposer. Euh, donc le constat fait par beaucoup n'est pas faux. La volonté déjà d'imposer un État islamique, donc c'est-à-dire antidémocratique, c'est sans parler de religion, la démocratie est totalement bafouée, la justice aussi. Euh, Ça est bien évidemment à remettre en cause et encore plus la manière dont c'est fait. Mais voilà, petite précision pour dire juste que le constat de base de ces groupes n'est pas faux. C'est ce qu'ils vont en faire après, bien évidemment, qui est juste horrible vu tout le nombre d'exactions euh, et d'horreurs qui vont être perpétrées. C'est là qu'on voit aussi qu'on n'est plus, que ce n'est plus le simple mouvement de résistance. Donc Al-Qaïda va vraiment beaucoup se développer et notamment parce qu'ils vont avoir
euh, les mains libres, parce qu'une fois l'Afghanistan pris par les talibans, ils peuvent faire leurs actions comme ils veulent. Ils ne sont plus menacés par le Nord, surtout que le Nord est à majorité musulmane. Et donc, ils vont pouvoir attaquer. euh, donc, ils vont attaquer les Occidentaux, euh, notamment avec la première attaque qui est celle du 11 septembre 2001, qui va faire 3000 morts contre les deux tours jumelles à New York. Il faut bien comprendre que là, la volonté, c'est pas les dirigeants de l'Afghanistan sont corrompus, c'est des dirigeants qui sont avec eux. Mais le but, c'est aussi de montrer leur haine contre les Occidentaux. Et les Américains leur ont fourni des armes, mais ils vont vite regretter finalement d'avoir fourni des armes à ces groupes qui vont les utiliser contre eux. Donc il va y avoir les attentats du 11 septembre et après ces attentats, une coalition internationale va se mettre en place pour essayer de détruire Al-Qaïda et de prendre le pouvoir aux talibans qui en fait défendent Al-Qaïda. C'est-à-dire que les talibans ne se projettent pas à l'international, mais ils abritent Al-Qaïda. On va trouver aussi des membres d'Al-Qaïda dans toutes les montagnes avec le Pakistan. Le Pakistan va après se mettre à lutter contre lorsque la pression va être forte et à partir du moment où ils vont commencer à lutter contre, le Pakistan va connaître une grande vague d'attentats eux aussi. Parce que voilà, tous les pays, pardon, tous les pays qui vont vont mettre en place une coalition contre Al-Qaïda vont être plus ou moins frappés. Et on va trouver dans ces attaques, notamment les attaques contre le métro de Madrid, le 11 mars 2004, qui vont faire 192 morts, ou l'attentat de Londres du 7 juillet 2005, qui va faire 52 morts, dans le métro aussi d'ailleurs. Donc voilà, donc Al-Qaïda va avoir une force de frappe et d'attaque à l'étranger assez forte. Euh, Et, euh, et donc là, je vous ai cité surtout l'Europe, mais dans tous les pays qui vont se monter contre Al-Qaïda, parce que bah, ils vont avoir des petits groupes qui vont se rallier à Al-Qaïda sur leur territoire. Euh, il va y avoir beaucoup de prises d'otages contre des hôtels, contre des... En fait, tout ce qui va pouvoir aussi avoir atteinte à l'économie du pays. C'est-à-dire que le but, c'est de toucher les intérêts occidentaux, c'est eux qui rapportent aussi le plus d'argent, et de toucher les intérêts économiques du pays, parce que bah, c'est ceux qui corromperaient les dirigeants de ces pays. Je vais juste faire une petite parenthèse, petite parenthèse, sur des terroristes dans cette région. C'est la région du Caucase, euh, donc en Russie. Eux, c'est ceux qui espéraient être indépendants et c'est un mouvement de résistance qui va utiliser de méthodes aussi terroristes avec des prises d'otages et des assassinats. Il va y avoir la prise d'otage du théâtre de Moscou en 2002 qui va faire 912 morts. Alors 912 morts, c'est beaucoup, mais ce n'est pas seulement... Enfin, les terroristes vont prendre beaucoup de monde en otage et en fait les forces spéciales russes vont assassiner les otages pour que les terroristes se retrouvent avec plus personne en otage et que les forces russes puissent mener l'assaut. Ces révélations vont être faites beaucoup plus tard parce que bien sûr le pouvoir russe, qui est déjà entre les mains de Vladimir Poutine, va taire l'affaire. Euh, Ensuite, vers les années 2010, va apparaître un autre mouvement terroriste qui va être Daesh. Il va y avoir une vraie compétition entre Al-Qaïda et Daesh. Alors en fait, Daesh, comment va naître Daesh? Parce que lorsque les troupes d'Al-Qaïda en Irak, enfin ça s'appelle Al-Qaïda au Levant, et ce sont celles qui en Irak qui luttent contre les Américains, beaucoup vont vouloir mettre en place un émirat. Et en fait, ils vont souhaiter ne plus
ne plus faire confiance, ils vont souhaiter ne plus suivre les ordres de Ben Laden, qui est en Afghanistan et qui est en très mauvaise position. Et les talibans ont perdu leur califat. Et donc ils vont avoir comme projet de mettre en place le leur et de créer un groupe opposant euh, enfin, au début, ils ne sont pas censés être opposants, mais certains qui vont rester fidèles à Ben Laden vont attaquer Daesh et il va y avoir une guerre. Alors, la guerre syrienne et irakienne ne se résume absolument pas à Al-Qaïda contre Daesh, absolument pas, mais ça va faire partie du conflit dans le conflit. Il y a de très nombreux conflits et c'en est un. Euh, En tout cas, ça va mener à ce que beaucoup de groupes rejoignent l'État islamique et beaucoup vont se développer. Donc on va avoir au Nigeria notamment, un groupe assez connu. On va avoir en Indonésie, aux Philippines, en Inde. Il va y avoir quelques attaques, mais alors là c'est plus... Enfin, il va y avoir des groupes, des vrais réseaux constitués, mais qui vont pas faire un vrai territoire en Birmanie et en Malaisie. Il va y avoir un groupe qui va se constituer dans le Sinaï, en Égypte. On va avoir aussi dans le sud de l'Algérie et dans une partie de la bande du Sahel, même si, même si dans le Sahel, c'est surtout Al-Qaïda qui va continuer à dominer avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, contre lequel la France va lutter, mais il va y avoir quelques membres. On va retrouver des positions, des territoires, alors là c'est beaucoup plus vague, en Libye. Donc en fait on ne sait pas exactement où, enfin c'est surtout dans l'Est. On va retrouver aussi dans la bande de Gaza contre le Hamas, enfin d'abord contre le Hamas, et ensuite ils vont réussir à s'entendre, et tous ceux qui vont être blessés dans le Sinaï vont être soignés dans la bande de Gaza. Bien évidemment, il va y avoir l'État islamique de Daesh qui va être, lui, là, ici, en Irak donc, et en Syrie. Donc, comme je vous l'ai dit, on va trouver surtout Al-Qaïda ici, on va trouver Al-Qaïda dans le nord et par là. On va le trouver aussi surtout au Yémen. Où c'est que... Hop. On va trouver Daesh un peu en Centrafrique. On va trouver Daesh aussi. euh, alors, quelques groupes qui vont s'implanter dans les montagnes en Iran, au Turkménistan. Enfin, oui, c'est ça. Au Sri Lanka aussi. Sri Lanka, il va y avoir de grandes attaques de Daesh. Euh, Voilà à peu près tout. Bon, même si dans le sud de l'Afrique, il va y en avoir quelques attentats, c'est pas là qu'ils vont être installés principalement. Il me semblait que je voulais rajouter un bout de Daesh, mais je ne vois plus comme ça. Ah oui, ben, on va voir Al-Qaïda qui va être présent par ici et par ici. Avec le front Al-Nusra qui va ensuite quitter Al-Qaïda, mais qui va être présent au début. Voilà, bon après c'est non exhaustif cette liste, c'est-à-dire que des fois d'autres groupes vont se réimplanter. Par exemple, je vais parler du Caucase, Daesh va s'implanter un peu au Caucase aussi à un moment. Donc voilà, donc ça bouge aussi. Les territoires vont être perdus, d'autres vont être pris. Et surtout dans certaines régions où ça marche beaucoup par clan, en fait ça dépend de l'allégeance du clan ou du groupe qui parfois va faire allégeance juste à des groupes considérés comme rebelles qui ensuite pris par la violence, va finalement être séduit par l'État islamique ou Al-Qaïda. Euh, mais en tout cas, voilà, la rivalité se fait pas tant en termes d'attentats, mais surtout en termes de territoire. Chacun veut essayer d'avoir le plus grand territoire possible.
Donc après, il y a quelques questions sur... donc c'est surtout au Nigeria, avec le groupe Boko Haram, qui est affilié à l'État islamique, l'Irak et la Syrie, où ils vont faire leur vrai État, qui va notamment projeter de nombreuses attaques contre l'Europe, le Yémen, le Pakistan, le Sahel, c'est surtout Al-Qaïda, puis l'Afghanistan, où quand même maintenant que les talibans sont de retour au pouvoir et potentiellement aident encore un peu Al-Qaïda, en fait, Daesh est opposé aux talibans, et donc il y a des attentats souvent contre les talibans de la part de Daesh, et de même, Daesh est très opposé à l'Iran, donc on y trouve souvent des attaques aussi. Aujourd'hui, Daesh a perdu quasiment tout son territoire. Il fonctionne encore comme une mafia en Syrie. Et dans d'autres territoires, c'est vraiment quelques groupes qui se réunissent, plus des réseaux. Mais en tout cas, on va avoir de nombreuses attaques en Europe. Donc voici une carte à peu près de l'État islamique, mais elle n'est pas mise à jour. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas trop s'y tenir. Donc on va avoir des attaques assez importantes de la part de Daesh ou d'autres groupes. Mais il va y avoir de la part de Daesh, là, je vais citer la fusillade à Orlando contre une boîte gay qui est malheureusement assez connue parce qu'elle a fait une trentaine de morts aux États-Unis en 2016, le 12 juin 2016. Parce qu'on est vraiment sur une période 2015-2017 où l'EI, donc l'État islamique, Daesh, va avoir beaucoup de réussite dans ces attentats, notamment en projetant euh, des, des, des réseaux, en fait, un peu comme nos services de renseignement, nos services secrets, ils vont créer leurs propres services secrets et réussir à, à lancer de vrais commandos. Il va y avoir aussi une attaque, la double attaque en juillet 2016 en Allemagne, où des centres commerciaux vont être touchés et des trains. Et il va y avoir aussi un long moment où les suspects vont être en fuite. Donc ça va pas faire beaucoup de morts, mais ça va être un moment d'angoisse aussi très fort pour les Allemands. Il y aura l'attaque du marché de Noël aussi, en 2016, le 19 décembre, en, en Allemagne. L'Allemagne va être très touchée parce que Daesh va se servir des voies d'immigration des Syriens. La révolution syrienne ayant fait de très 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 nombreux, enfin la non-révolution syrienne et la guerre civile syrienne ayant fait de très nombreux morts et de très nombreux déplacés, notamment à travers la Turquie, puis la Grèce, la Macédoine, la Serbie, vers l'Europe. L'Allemagne va accueillir beaucoup de réfugiés syriens, notamment pour avoir de la main-d'œuvre, parce que l'Allemagne a un petit problème démographique. Et en fait, Daesh va se servir de ces réseaux-là pour rentrer en Europe. Pas que, il y en a qui vont voyager en avion aussi, hein. Mais ceux qui vont être repérés vont, grâce à des faux papiers, surtout arriver comme ça. Alors après, par exemple, ils vont avoir... euh, généralement, ils vont faire les parties à pied que là où il faut passer les frontières. Entre-temps, ils ont de l'argent pour louer des voitures ou prendre des transports en commun non vérifiés, type le train, pour passer en Europe. Puis il va y avoir des attentats en août 2017, donc à Londres. Alors, pas qu'en août à Londres, mais de nombreux attentats. À chaque fois, c'est très peu de morts, entre guillemets. C'est toujours malheureux, les morts, bien évidemment, mais ça va être un, 2, 3 morts. Mais il va y avoir un très grand nombre d'attentats avec ce nombre de morts. Et Barcelone qui va être touché par des attaques. Enfin, Barcelone un jour, la Catalogne le lendemain, à la voiture bélier. Attaque à la voiture bélier. En France, par Al-Qaïda, on va voir les attentats de Toulouse, Montauban. Euh, donc, où un terroriste va attaquer
notamment un commissariat, des écoles juives et un camp militaire. Les attentats de janvier, donc Charlie Hebdo tout d'abord, une policière municipale le lendemain et, euh, et l'hypercachère, donc c'est les frères Kouachi qui vont attaquer Charlie Hebdo. Ils vont avoir un complice euh, qui va le Koulibaly, qui va les aider. Enfin, le lendemain, pour brouiller les pistes, va tuer une policière municipale et en même temps, ils vont prendre en otage donc Koulibaly dans l'hypercachère, donc qui est un supermarché juif, euh, et, euh, et les frères Kouachi dans une imprimerie. Les frères Kouachi ne vont faire aucun mort. Malheureusement, dans l'hypercachère, il y en aura. Donc il va y avoir ensuite l'affaire Sid Ahmed Glam. Donc c'est quelqu'un qui va faire un attentat à juif. Alors on dit souvent que c'est un attentat raté. Il va quand même y avoir une victime. Parce que il doit attaquer une église à juif. Et il va tuer d'abord une personne qui est dans sa voiture. Et lorsqu'il va vouloir remettre le pistolet dans sa poche, il va se tirer une balle dans le pied. Et il va plus pouvoir avancer et il va être interpellé. Je sais plus s'il va être interpellé ou tué. Il va peut-être être tué parce que il avait toujours son arme à feu. Il va y avoir la tentative d'attentat dans le train du Thalys, où en fait un terroriste est ultra armé et sa Kalachnikov, qui est l'arme réputée pour ne jamais s'enrayer, va s'enrayer. Et des militaires américains vont réussir à le maîtriser. Donc le Thalys, c'est le train qui rejoint Bruxelles, qui fait Bruxelles-Paris. Et donc voilà, il y avait une tentative d'attentat contre ce train qui va être déjouée. Bon, un autre attentat qu'il va y avoir, mais qui lui ne va pas être déjoué, c'est l'attentat du 13 novembre qui va faire 130 morts, dont nous allons dans quasiment un mois, dans un peu plus d'un mois, commémorer le 9e anniversaire. Je ferai une vidéo à l'occasion pour expliquer un peu ce qui s'est passé, parce que c'est un thème qui me tient à cœur. Il va y avoir un attentat déjoué pendant l'Euro de 2016. Des terroristes qui voulaient prendre pour cible des fan zones. Mais il va y avoir, ça ne va pas empêcher le double meurtre de une policière et de son mari policier chez eux pendant l'Euro et juste après l'Euro, le 14 juillet, l'attentat de Nice où un homme seul va attaquer sur la promenade des Anglais parce que oui, c'est en fait au début on part de commando, notamment lors du 13 novembre. C'est vraiment un commando qui est parti de Syrie qui va attaquer la France, puis la Belgique, avec les attentats de Bruxelles en mars 2016. Et en fait, après cela, après que le commando ait totalement été détruit, alors bah, ça peut être lorsqu'ils se sont donné la mort lors d'attentats, ou lorsque ils vont être arrêtés et mis en prison, ou tués. Le but n'est jamais de tuer lorsque l'on essaie d'arrêter, mais des fois, lorsque la résistance était trop forte, ben, certains vont être tués. Euh, et donc, on va avoir surtout des personnes qui vont agir seules, donc comme à Nice, où c'est quelqu'un qui va prendre son camion, enfin, qui va voler un camion et qui va rouler sur la promenade des Anglais, ou le meurtre à Magnanville des deux policiers. Il va y avoir aussi l'attentat contre l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, où un prêtre et deux fidèles vont être tués par deux frères qui vont se revendiquer de l'État islamique. Il va y avoir un attentat manqué à la voiture piégée devant Notre-Dame de Paris, avec deux Françaises qui étaient surveillées, qui voulaient se rendre en Syrie, qui avaient réussi à se procurer plusieurs bouteilles de gaz, comptaient faire exploser leur voiture devant Notre-Dame de Paris. Il va y avoir l'attentat à la gare de Saint-Charles, où un homme va égorger deux personnes. Et donc voilà, à chaque fois, en fait, c'est vraiment des gens qui vont se radicaliser sur Internet et qui vont obtenir des ordres de la part de Daesh, qui est ici, de comment agir. On va avoir sur les Champs-Élysées, l'attentat à Carcassonne, ici, où le commandant Arnaud Bertram va s'échanger contre des otages et va trouver la mort.
l'attentat contre le marché de Noël de Strasbourg, l'un des derniers attentats les plus meurtriers. Il va y avoir aussi l'assassinat contre Samuel Paty, celle contre Dominique Bernard, où là aussi on retrouve des hommes qui sont euh, pro-mouvance Daesh et qui ont passé à l'offensive, à l'attaque, plutôt, euh, tout seul, en s'étant radicalisé sur Internet, euh, au nom d'une idéologie, mais en fait c'est aussi parce que Daesh, avec toutes ces années d'existence, avec un vrai territoire, la possibilité d'avoir tant de moyens à faire une très grande propagande, ils continuent, mais c'est beaucoup plus faible, qu'ils arrivent à embrigader autant de monde aussi. Et le dernier attentat de Daesh, c'est l'attentat du pont de Birkenheim, euh, en- où des touristes vont être tués. Donc voilà, donc on passe vraiment de projection de commando sur l'Europe à, dans un second temps, des individus qui sont recrutés sur Internet et qui vont recevoir des ordres, à des gens qui, aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, parce qu'il ne faudrait pas que des groupes terroristes réussissent à recréer des vrais commandos, comme la Russie a pu être touchée, parce que la Russie a été touchée il n'y a pas si longtemps dans un attentat en plein centre de Moscou. Mais donc, voilà, pour l'instant, des commandos ne se refont pas. Mais ce sont des gens qui se radicalisent sur Internet qui, même sans avoir d'ordre particulier, passent à l'acte selon ce qu'ils trouvent. Notamment, ça a été lors de l'assassinat des deux professeurs, c'est parce qu'il y avait des rumeurs sur les deux qui circulaient, qui les ont motivés à passer à l'acte. Il faut savoir aussi que certaines actions ont été repoussées pendant les Jeux Olympiques. On n'en sait pas encore beaucoup parce que les procès n'ont pas commencé et les affaires restent confidentielles en attendant. Si jamais ils peuvent arrêter d'autres personnes qui étaient liées à ces réseaux, si jamais ce sont des réseaux mis en place. Donc c'est pour ça que rien n'est communiqué. On sait juste que des attaques ont été repoussées, que ce soit sur le parcours duré de la flamme olympique ou pendant les Jeux olympiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Euh, la prochaine sera sûrement sur la politique française plus en général. N'hésitez pas à faire n'importe quel commentaire sur quelque chose qui vous a plu, vous a déplu, à commenter, à vous abonner si vous avez envie de suivre la suite des vidéos et à me à mettre un like ou un dislike pour que je me rende bien compte de si je fais les choses bien ou non. Voilà, c'est tout pour moi. À une prochaine.